Alors, quelques consignes avant de commencer. Cette rencontre est enregistrée et sera mise en ligne sur le compte YouTube de l'École Providence. Alors, nous allons partager le lien après la rencontre. Et si cela vous est possible ou souhaitable, nous vous invitons à garder vos caméras ouvertes. Alors, pendant l'entretien, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la période de questions, de lever votre main pour intervenir. Alors, nous allons discuter en français, mais notre équipe est bilingue et nous accueillons aussi, ou nous pouvons accueillir vos questions en anglais si cela est plus confortable pour vous. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Noël Hamadi, qui va nous présenter notre invité. Noël? Merci, Lauren. Bonjour, je me présente. Mon nom est Noël Hamidi. Je suis professeure adjointe à l'École de leadership transformatif et spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance et vraiment le privilège de rencontrer une des grandes expertes de l'histoire orale dans le monde, Karen Workman. Karen Workman est fondatrice et curatrice et directrice également du Musée de la Personne à Sao Paulo, au Brésil, depuis 1991. Le Museu da Pessoa est un musée virtuel et collaboratif qui vise à mettre en valeur les histoires de vie de milliers de personnes en vue de créer une culture de la paix et aussi une démocratie, une démocratisation de la société. Karen est historienne spécialisée en linguistique et en études interdisciplinaires en sciences humaines. Elle est également une praticienne passionnée et innovatrice en histoire orale, également co-autrice de l'ouvrage Social Memory Technology, Theory, Practice and Action, qui, je crois, sera traduit en français ou est traduit en français. Oui. Elle siège à différents comités touchant les questions liées à la mémoire, à la souveraineté narrative et à la narration numérique, digital storytelling. En 2023, et je tiens à le préciser maintenant, donc de avril à août 2023, Karen Workman sera parmi nous au Canada. Elle sera professeure invitée à l'Université d'Ottawa à Ottawa. Merci Karen d'être avec nous. Merci, merci Nawal pour l'invitation. Merci à tous pour être ici. C'est un grand plaisir. Merci. Alors Karen, comme tu es une grande experte de l'histoire orale et aussi des récits de vie, j'aimerais peut-être commencer l'entretien en te posant des questions sur ta vie à toi, c'est-à-dire ton enfance, ta famille, ton entourage, les valeurs dans lesquelles tu as grandi. Si tu pouvais nous parler un peu de toi pour commencer. Ouais, d'accord. Bon après-midi. Je ne sais pas si c'est l'après-midi pour vous. Bon, bon après-midi à tous. Pour commencer, bon, moi je suis née au Brésil, à Rio de Janeiro, la très connue ville du monde. Mais ma famille, mon père, il est né à Colônia. Et ma mère, elle est née à Bahia, au Brésil, mais mes grands-parents sont nés, ma grand-mère à Roumanie et mon grand-père aussi. Et ça s'explique parce que je viens d'une famille juive. Et mon père même est né à Pologne et ma grand-mère, elle a s'enfuie de la Pologne en 1939 avec ses enfants pour le Brésil, fruit de la guerre et de l'antisémitisme. Alors, je suis grandie dans une famille brésilienne, mais première génération, avec un héritage juif de l'Holocauste. Et en même temps, je suis passée une enfance très bien parce que Rio, c'est une belle ville, mais quand j'étais enfant, le Brésil était une dictature militaire. Alors aussi, quand j'étais étudiante, je me suis involucrée un peu dans le mouvement pour l'amnistie et pour la démocratisation du pays. Et j'ai beaucoup de vie avec l'art aussi. J'étais presque danseuse, presque actrice. J'ai eu une
adolescence très riche des lectures, de groupes de théâtre, des trucs comme ça, et beaucoup de politique aussi. Wow, ça c'est un parcours tellement riche. J'imagine que tu as fait des rencontres qui t'ont marqué dans ton existence, qui ont marqué ton cheminement et qui ont influencé le travail que tu fais aujourd'hui avec le Musée de la Personne. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces rencontres qui t'ont marqué? Bon, les premières rencontres, c'est bizarre que je vais commencer de là, mais les premières rencontres, je disais, c'est pas une rencontre, c'est une influence permanente, c'était mon père. Hein. Mon père, il est né en Pologne, mais il est venu au Brésil avec 3 ans. Il était brésilien. Mais en même temps, il était très aventureux. Il a travaillé, il était ingénieur, mais à un certain moment, il a tout laissé et il s'est séparé de ma mère. Et lui, il a croisé le monde dans la mer peut-être 4 fois. Et il aimait voler, il aimait il était au Greenpeace. Alors, j'ai vécu beaucoup avec lui, je voyageais beaucoup avec lui pour ça. Et je crois que ça, c'est une influence très forte dans ma vie, surtout dans l'aspect de la perception que la vie est une chose qui te construise, qu'elle vient de, que tu as la liberté d'essayer de faire des choses très osées et de l'exploiter, quoi, la vie d'une façon très créative. Je crois que c'est ton père, c'était très important comme influence dans ma vie. Mais après ça, j'ai des autres influences, mais je peux citer quelques-unes qui ont à voir avec notre conversation. J'ai eu des très importants profs d'histoire et ça, parce que j'étudiais dans une école et dans cette époque, c'était la dictature. Beaucoup de profs d'histoire, ils étaient dehors de l'université ou même dehors du Brésil. Alors, j'étais dans une école de prêtres et certains profs étaient là. Alors, j'ai des profs qui avaient des consciences politiques qui sont très profondes de l'histoire. Et je crois que c'était là que je me suis rapprochée beaucoup avec la question de l'histoire et sur la réalité sociale. Aussi, Paulo Freire était une influenciation. Paulo Freire, l'éducateur brésilien, en ce moment-là, lui, il était exilé dehors du Brésil, mais lui et puis des autres intellectuels brésiliens, Darcy Ribeiro, un anthropologue très intéressant, et Augusto Boal aussi dans le théâtre, tous parlaient de la participation, un peu d'amener l'art avec la justice sociale, l'éducation, mais aussi de reconnaître dans les gens sagesse. Alors, ça, c'était une influence de plusieurs côtés que j'ai vu à ce moment-là, qui venait du théâtre, de l'éducation. C'était un moment au Brésil difficile pour un côté, mais aussi dans les gens qui étaient des activistes étudiés. L'idée que la sagesse, elle se fait dans la rue, qu'il faut reconnaître les valeurs des savoirs populaires, ça c'était super important pour moi. Et bon, après, quand je suis allée étudier l'histoire, mais beaucoup. Après fini l'université, j'ai connu Paul Thompson, c'est un grand ami jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai travaillé déjà avec l'histoire orale, j'avais fait beaucoup de travail et on s'est rencontrés dans ce contexte. Et là, on est devenus très proches et il m'a invité, je suis allée à l'Angleterre, j'ai resté chez lui et je crois qu'il se contacte aussi pour penser tout ce qu'on peut faire avec l'histoire orale dans le contexte de l'université, en dehors de l'université, mais dans la réalité sociale. Ça, c'était super important. Et une dernière aussi, beaucoup de temps après, j'ai rencontré Bill Drayton,
qui c'est le fondateur de la Shock Social Entrepreneurship. C'est les créateurs d'un réseau international d'entrepreneurs sociaux. Et c'est un réseau qui a plus ou moins 3000 personnes. Et là, c'est très difficile à entrer dans ça. Et il était au Brésil, il a fait une interview avec moi de 10 heures, plus ou moins. Et quand je suis entrée, ça a beaucoup changé ma vision de qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on travaille, puisse avoir plus d'impact social. Je me rends compte que je parlais que des hommes, mais j'ai beaucoup d'influences pour des femmes là aussi, mais je laisse ça pour une autre fois. J'ai beaucoup d'influences des femmes que j'admire beaucoup, mais ici, il y a une liste des hommes. Ben, c'est très intéressant. Alors, de ton père à des gens qui ont travaillé vraiment au niveau de la valorisation des savoirs populaires, au niveau de la démocratisation des institutions aussi et de l'éducation. Et donc, ça, tranquillement, ça t'a mené à ce projet de musée virtuel, le musée de la personne que tu as mis sur pied en 1991. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet immense projet qui, aujourd'hui, je dirais la semaine prochaine, vous célébrez les 30 années du musée de la personne? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce musée et puis de ses débuts? Moi, je peux montrer certaines curiosités sur ça, mais ce travail-là, bon, quand j'étais en train de finir l'université, alors j'avais une influence féminine. Ma mère, qui est une historienne d'art, elle aussi, elle était très active les côtés de la communauté juive. Et elle a commencé un travail qui c'était avec des volontaires pour ramasser des objets que les immigrants avaient amenés au Brésil. Elle était très intéressante de penser qu'est-ce que c'était qu'une personne qui s'enfuit très vite dans un espace, qu'est-ce que tu amènes, qu'est-ce que tu gardes avec toi. Et ils allaient chez des gens pour faire des petites interviews, ils prennent ces objets-là. Et quand elle m'a raconté, je ne vivais plus avec elle, mais quand elle m'a raconté ce projet, je trouvais ça très intéressant, mais je pensais, et les histoires de jeunes, hein, tu as les objets, mais toi aussi, qu'est-ce qui se passait avec cette personne? Alors, je lui suggérais de créer une partie d'histoire orale dans ce projet. Et à la fin, ce projet-là a eu un soutien du gouvernement de l'Allemagne, un très bon soutien. Alors, on a fait une équipe qui, pendant 3-4 ans, on a fait des interviews, des études de ces objets. Et moi, j'ai devenu la coordinatrice de la partie d'histoire orale. Et là, j'avais une équipe, j'étais très jeune, mais j'avais une équipe déjà. Et on a fait presque 100 interviews avec les immigrants juifs de la Syrie, les immigrants juifs de la Pologne, ils venaient de tout, partent avec plusieurs raisons, et plus de 200 heures de gravation. Et moi, je n'étais pas dans toutes les gravations, mais dans beaucoup. Et ces projets-là, pendant 3 ans, ça m'a fait comprendre tellement profondément les questions humaines, pas seulement les questions juives, mais les questions humaines. Par exemple, des gens qui, les mêmes âges, les mêmes genres, par exemple de femmes qui ont venu au Brésil, de la Roumanie, une pour marier, une parce qu'elle était communiste, elle était en prison. C'était 2 Roumanies, 2 Brésil, 2 réalités tellement différentes. Et aussi des gens qui étaient dans les camps de concentration, les champs de concentration, non, dans l'Holocauste, des gens qui ont vécu des choses très extrémistes. Et c'était comme voyager plusieurs femmes. Tu as de 22, 23 ans et tu passes des heures dans ta vie en écoutant des choses qui te disent de toi, parce que ça disait de
de mes ancêtres, quoi. Mais ça te dit beaucoup plus que seulement des histoires de juifs. Là, je fais attention à comment les personnes, pas seulement les personnes, comment ils avaient des différentes stratégies, des différentes émotions pour relationner avec leur passé, la narrative de leur passé, et comment ça c'était important pour la vie, quoi, la vie qu'ils n'avaient pas au passé, mais au présent, au futur. Et par un autre côté, ils étaient déjà vieux, ces intervieweurs, non, parce qu'ils venaient de la Deuxième Guerre et tout ça. Et quand ils commençaient à parler de leur vie, ils changeaient tellement. C'était peut-être une des uniques fois qu'ils ont été écoutés. Alors là, en ce moment aussi, je faisais un travail de recherche dans l'université sur les bouquins didactiques. C'était un travail aussi de 3 ans. Et dans les bouquins didactiques, moi et une collègue, on a aperçu combien sont tellement importants les bouquins didactiques pour définir une idéologie officielle du pays. Alors, les deux choses ensemble, non, comment faire que l'histoire puisse être un horizon d'élargissement et de changement des narratifs sur les sociétés qu'on vit, et l'autre, le potentiel qu'il y a de l'écoute de l'histoire des jeunes. Alors, au milieu de tout ça, c'était à la fin des années 80, j'ai pensé, il devait avoir un musée de la personne, un musée où tout le monde, toute personne dans la société puisse avoir sa vie éternisée et sa vie reconnue comme un patrimoine de l'humanité. Si on a des musées pour des arts, des musées pour les faits historiques, mais les choses les plus importantes, c'est que chaque personne a un savoir, chaque personne est différente, a une expérience, et comment les collectifs de tout ça puissent élargir beaucoup, c'est qu'on comprenne sur la spiritualité, sur l'être humain, mais aussi sur la société, la politique et tout ça. Je pensais, comment est-ce qu'on n'a pas un musée de la personne encore? Mais à ce moment-là, il n'y avait pas ni email, ni Internet, ni cellulaire, mais j'ai déjà pensé à faire un musée virtuel. Virtuel, c'était un concept parce qu'il n'y avait pas d'Internet, parce que je ne voudrais pas faire un bâtiment avec des gens comme ça. Je voudrais faire un musée des narratifs, des histoires. Mais je ne voudrais non plus faire un archive. Je voudrais faire un musée parce que les narratifs devaient revenir à la société. Alors, ça a commencé, on a été les premiers à faire les CD-ROM, les multimédia et des expositions dans la rue, des cabines qu'on mettait dans les métros pour que les gens puissent raconter les histoires. On a inventé plusieurs formes de faire que tout le monde avait l'opportunité de raconter l'histoire. En 1997, quand l'Internet était plus popularisé et il venait d'arriver au Brésil, on était peut-être l'une des premières musées du monde à lancer l'idée d'un musée sur Internet. Plus ou moins, c'est ça. Wow, ça c'est intéressant. Non seulement la possibilité de raconter son histoire, mais j'imagine le potentiel guérisseur de pouvoir le faire aussi, surtout dans des contextes de violence traumatique. Alors, c'est génial. Mais il y a une méthodologie particulière au Musée de la personne, et c'est la technologie sociale de la mémoire. Et ça, je pense que ça serait très intéressant que tu nous expliques un peu ce que c'est cette technologie que vous utilisez depuis quelques décennies. Oui. Alors, quand on a commencé, on utilisait plutôt une méthodologie qu'on avait systématisée, mais c'était une méthodologie d'histoire orale, histoire orale de vie. Mais après, le musée de la personne, on a commencé à faire des projets d'éducation, des projets de territoire. On s'est rendu compte que, parce que le musée, c'est ramener des histoires de vie, faire que ça puisse être un outil de changement social. Et dans un certain moment,
On disait, bon, si on ne change pas l'éducation, la notion de qui a valeur dans l'histoire, comment est-ce qu'on fait l'histoire dans l'école, on ne change pas. Alors, en ce moment, on a un projet de 20 ans déjà avec des écoles publiques qui a plus de 100 000 élèves dans les pays qu'on a passé pour ça. Et si on ne change pas la façon que les communautés grassroots, ou déménager par les grains électriques et tout ça qu'ils comprenaient, comme utiliser leurs propres valeurs, leurs propres histoires, ça ne va pas changer. Si on ne fait pas pour que les gens puissent eux-mêmes organiser leur histoire, si on reste toujours avec le pouvoir et l'autorité, ce que nous, on doit faire, ça ne change rien. Il faut faire une façon que les gens puissent s'approprier de faire leur propre histoire, de leur famille, de leur communauté, de l'école, de leurs gens qu'ils veulent. Parce que le concept de musée de la personne, c'est un musée où tu peux être visiteur, curateur, et aussi, toi, tu deviens l'archive. On dit, la Mona Lisa, toi, c'est la Mona Lisa. Chaque personne est une Mona Lisa. Alors, pour arriver à cette idée de disséminer une façon que tous les gens, toutes les communautés, toutes les écoles puissent raconter et produire leur propre histoire en pensant une histoire qui respecte les histoires de vie. On a dû systématiser, ça on a fait entre 2005 et 2009, toutes nos pratiques avec une notion de technologie sociale. Technologie sociale, c'est un concept qui est né en Inde avec Gandhi. Gandhi disait, il ne faut pas produire pour les masses, il faut produire, c'est les masses qui produisent. Je sais dire ça d'une très belle façon en portugais, mais Gandhi disait, c'est pas pour les masses, c'est par les masses. Masse, c'est pas ça, cette mot existe en français, mais par les masses. Ce concept-là a voyagé en Allemagne, en Amérique du Sud, et dans l'Amérique du Sud, il y a eu une façon très politisée. C'est que les technologies devaient avoir un compromis avec le changement de la réalité. Alors, ça a commencé un concept de technologie sociale. C'est une technologie qui prend en compte les sagesses populaires, la participation, les coûts bas, ça ne va pas coûter beaucoup, et les grands impacts sociaux. Par exemple, au Brésil, on a un filtre de l'eau, par exemple, avec des clés, les matériel qui fait c'est très peu cher, et c'est une sagesse populaire. Alors, ça, c'est une façon très peu chère de filtrer de l'eau. Ça, c'est une technologie sociale parce que c'est réapplicable. Tu peux créer un filtre. Tu peux faire ça. Non, les communautés qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent prendre les modèles et réappliquer. Alors, avec ce concept-là, avec une fondation qui s'appelle Fondation Banque du Brésil, on a resté 3 ans à systématiser parce qu'on comprenait, eux aussi, que la mémoire peut être transformée dans une technologie sociale. Si tu prends les outils de la mémoire, comment faire un interview, comment comprendre les valeurs de la communauté, comment construire un script, comment garder ça, comment disséminer ça. Si tu systématises tout ça, tu crées une technologie sociale qui est basée dans l'idée de que tu peux construire l'histoire, organiser l'histoire et socialiser l'histoire. Alors, ça a devenu plusieurs bouquins, qui tu as dit là, en anglais, mais on a fait plus de 20 bouquins sur ça avec des manuels. Et aujourd'hui, cette technologie est utilisée pour milliers d'écoles, mais aussi pour des communautés autochtones au Brésil et des communautés qu'on dit des territoires et des organisations sociales de plusieurs façons. Et on a même un projet ici qui s'appelle les Nucleus Musée de la personne, que c'est un groupe qui peut s'inscrire et ils apprennent les technologies sociales
il organise un musée connecté au musée de la personne dans leur propre territoire. Alors, c'est une chose qui n'a pas de limite. Parce que pourquoi ça? Parce qu'une technologie sociale de la mémoire, elle est faite pour aider à des groupes à enfrentar, à regarder un défi social collectif. Alors, comment faire que la mémoire puisse aider ça? Et c'est ça, un peu, en très résumé, la technologie sociale. Non, ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de Paulo Freire qui t'a beaucoup influencé, mais qui a aussi été exilé. Pourtant, son travail visait beaucoup la justice sociale au sein de l'éducation. Et donc, le travail que tu fais, Karen, est un travail aussi qui est très politique. La mémoire, c'est un élément très politique, surtout quand on vit dans des pays où la dictature et les États s'approprient un narratif particulier. Donc, j'imagine que même si cet outil-là vise à servir les gens, le quotidien des gens et à valoriser leurs histoires, j'imagine que tu as rencontré des obstacles dans la mise en œuvre du musée lui-même, mais aussi dans la mise en œuvre de cette technologie, parce que ça donne une voix, ça démocratise, et j'imagine que ça pointe aussi du doigt ce qui doit être changé, ce qui doit être amélioré. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu des obstacles que tu as rencontrés? Ah oui, il y a tellement des obstacles. Mais avant, je voudrais te dire une chose sur la mémoire. Il y a elle est sociologue argentine, de l'Argentine, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elisabeth Gelling. Elle a coordonné un travail sur toutes les dictatures de l'Amérique latine, parce que l'Argentine, elle a eu une commission de la vérité, nous, elle a fait un travail de discussion sur que c'était une dictature super violente. Mais le Brésil a fait un comité de la vérité, mais ça n'a pas eu un effet légal. Et dans l'Amérique latine, alors elle a coordonné ça. Elle dit une chose très intéressante. Elle dit, la mémoire est toujours un territoire de dispute. Et moi, je trouve tellement que des fois, on disait, ah, le Brésil est un pays sans mémoire. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas pays sans mémoire, il n'a pas groupe sans mémoire. Il a de quelle mémoire on parle? C'est quoi la narrative officielle du Canada, du Brésil? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend dans l'école? C'est de qui est la mémoire? Et c'est toujours un territoire qui est en dispute, quoi. Alors, au Brésil, ça c'est très fort parce que l'État a très peu discuté la question de l'esclavage, aussi de le génocide des Autochtones et aussi de l'invisibilité sociale, même pas seulement de la population noire, mais de la population indigène et aussi c'est un pays très stratifié socialement, mais en même temps, il y a un mythe dans la narrative que c'est un pays des mélanges, un pays de la paix sociale, mais c'est en même temps un pays très violent. Alors, il faut que ça, c'est une narrative. Il ne faut pas promouvoir seulement la violence, mais en comprendre comment est-ce qu'on fait pour changer la narrative des mémoires dans des groupes, dans des pays. Maintenant, il est en train de changer beaucoup. Non, il est en train de discuter la question de l'esclavage d'une façon un peu plus responsable des autochtones et de plusieurs groupes au Brésil. Alors, ça, c'est une question très politique. Pour les besoins de la personne, il faut que je dise une chose en plus. Les besoins de la personne est une organisation de la société civile sans but lucratif. Ce n'est pas une organisation d'État. Alors, on a eu des obstacles, des ressources, par exemple. Comment continuer à travailler? D'où viennent les ressources? Il faut que je dise que le Brésil est très différent du Canada, qu'il y a beaucoup de ressources qui viennent de l'État. Au Brésil, c'est très différent. Alors, on a dû se débrouiller beaucoup pour faire des projets qui puissent
donner la soutenabilité au musée de la personne. Ça, pour moi, c'était les premiers grands obstacles, non? Et des fois, on a même fait des mémoires des grandes compagnies ou des syndicats pour, avec ces ressources pour faire des archives et faire du musée de la personne. Toujours quand tu fais ça, tu as la possibilité que les gens avec qui l'organisation se relationne aient envie de contrôler les narratives, non? De prendre ça, c'est bien d'apparaître, ça, non. Alors, des fois, c'est une narrative de contrôle. Et ça, c'est un obstacle parce que des fois, tu as besoin de le financement ou de l'argent, mais tu as une dispute de mémoire, non? On va lever cette partie de la narrative. Je crois que ça, c'était toujours une décision très difficile à prendre. Et bon, et ces derniers 4 ans, on vient de changer de gouvernement, on va changer en janvier, mais on a eu un gouvernement terrible de 4 ans d'extrême droite. Et là, c'était super difficile parce qu'on a travaillé avec des communautés autochtones d'Amazonie et on travaillait avec on disséminait aussi la technologie sociale de mémoire aux favelas, des communautés. Et tout le monde était en très grande difficulté pour ça, de faire le projet, d'avoir d'espace pour disséminer, pour socialiser les projets. Alors, c'est des obstacles de différents ordres, des obstacles économiques, des obstacles culturels, des obstacles politiques et aussi des obstacles d'organisation, de continuer toujours à changer, à grandir, pour ne pas rester dans les mêmes places. Non, je ne crois pas dans les organisations qui ont toujours la même façon de faire des choses, parce que la réalité, elle est tellement mouvante qu'il faut que tu regardes toujours où est-ce qu'on doit travailler. Alors, tu changes la méthodologie, tu changes les buts, tu changes tout. Et ça, c'est aussi un obstacle, non? C'est très fatigant de les côté. Ça, c'est très, très intéressant. Tout à l'heure, ça sera peut-être ma dernière question avant qu'on ouvre l'espace aux questions du public. Vraiment concrètement, là, bon, ça fait 30 ans que le musée existe et tu parlais tout à l'heure de la technologie sociale, de la mémoire, donc la valorisation des sagesses populaires. Il ne faut pas que ça soit très, très cher non plus au niveau du coût, mais il faut que ça ait un grand impact social. Est-ce que toi, aujourd'hui, Karen, est-ce que tu peux mesurer l'impact social du musée de la personne au Brésil? Est-ce que tu as vu concrètement un impact dans les communautés, dans les institutions, dans les écoles ou des projets que tu pourrais nous parler qui ont été vraiment transformateurs? Oui, le sujet de l'impact social est un sujet très intéressant. Quand je suis entrée en choc avec le Drayton, il a fait la suivante question à moi. Non, c'est génial, tu peux changer la façon qu'on pense l'histoire dans le monde. Et comment est-ce que ça va être dans 10 années? Comment est-ce que tu vas faire pour changer tout ça? Alors, j'ai passé 10 années en poursuivant ce genre d'impact social qui c'est global. Mais en même temps, le musée de la personne et les actions, elles ont un changement au niveau aussi très dans la personne, dans la communauté elle-même, dans la façon qu'un professeur pense que c'est son rôle dans une communauté, dans les potentiels qu'un élève de 11 ans regarde ses propres parents qui ne savent pas lire et écrire. Alors, on collectionnait, on a des résultats numériques, quoi. On a fait plus de 300 projets de mémoire, on a un archive de plus de 60 000 images, 20 000 histoires de vie, on a plus de 100 bouquins et tout ça. Ça, c'est des numéros. Et aussi, qu'est-ce qu'on change, par exemple? Alors, on a fait plusieurs études. Un, c'était en quelle partie du Brésil la façon de travailler l'histoire a devenu public policy, non? Alors, il y a ça il y a eu des villes qui ont mis ça dans leur méthodologie.
non? Et comment le Musée de la personne a devenu une référence pour la pensée de la mémoire du musée. Alors, on a un mesurement pour ça. On est une référence très grande au Brésil et même au dehors du Brésil. Mais ça fait 2 ans, on a décidé à faire une question. On surveille sur qu'est-ce que ça change pour une personne d'écouter une histoire de vie du musée de la personne pour combattre l'intolérance. Ça, c'était la question. Alors là, on a fait un très grand survey avec on a presque 1 million, 2 millions de visiteurs dans notre plateforme sociale. On avait les sorts et fait ça. Et là, on a une recherche sur c'est quoi l'impact d'écouter une histoire pour combattre l'intolérance. Alors, je pense que l'impact social, et on a eu des réponses super intéressantes, on a tabulé tout ça, mais par exemple, 100% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils ont changé la compréhension de certaines questions sociales après écouter une histoire de vie. Par exemple, si une personne est pauvre, elle n'est seulement pauvre parce qu'elle veut, elle est pauvre, il y a une situation dans la vie. Même des gens qui sont dans la prison. Alors, on a eu 100% des gens aussi répondu qu'ils ont qualifié mieux la façon d'écouter l'autre. Alors, je crois que l'impact social, il peut être numérique, dans une politique publique, dans la création des références, mais à la fin, c'est quoi le changement dans une personne qui raconte ou écoute une histoire? Alors, il y a des niveaux, non? Il y en a essayé de voir où est-ce qu'on travaillait et où est-ce qu'on pourrait impacter des choses comme ça. Dernière chose sur ça, on est en train de travailler très fortement maintenant avec des communautés autochtones en Amazonie, avec des jeunes pour qu'ils apprennent la technologie sociale, ils apprennent aussi à faire des vidéos pour qu'ils puissent, eux, faire des interviews. Et là, je trouve qu'il y a un impact social très fort parce que je raconte une scène et je termine. J'étais là au Maranhão, c'est très au nord du Brésil, avec ces jeunes, on était dans un workshop, et ils avaient déjà fait l'enregistrement. Et on travaillait ensemble pour éditer, parce que tu fais un enregistrement de 2-3 heures, quoi. Il faut que tu prennes une pièce de 3 minutes pour socialiser. Et eux, ils étaient en train d'apprendre ça. Comment choisir, comment éditer, qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que la personne a dit, tout ça. Et vient une interview d'un cacique, qu'on dit, un chef d'un groupe, qui avait fondé en aldeia, un groupe autochtone dans un parti. Et il racontait tous les obstacles, comment est-ce ils étaient chassés d'un parti et plusieurs histoires. Et moi, j'ai dit, non, c'est super intéressant, cette histoire. Qui a fait? Et une fille a dit, moi, notre groupe. Et j'ai dit, qui est lui? Et elle a dit, c'est mon père. Elle était la fille du chef du groupe. Et moi, j'ai dit, tu connaissais cette histoire? Elle disait, non, jamais. Alors là, je crois que c'est un impact très intergénérationnel génial parce que si tu n'as pas la conscience de c'est quoi que tu viennes, c'est quoi la réalité, à quoi tu t'appartiens, tu deviens une pierre qui roule et que c'est merveilleux de rouler, comme disait Bob Dylan, mais il faut rouler avec une certaine friction. Il faut rouler avec une valeur de ta propre histoire. Pour moi, ça se passait cette année. J'ai vu ces jeunes apprendre l'histoire, mais l'histoire, pas l'histoire du Brésil, mais l'histoire de leur propre communauté et qu'ils me faisaient pour la première fois. C'était génial. C'est ça. Mais c'est génial le potentiel transformateur d'écouter le récit de vie d'une autre personne, faire le récit de vie
C'est génial. Et le musée de la personne en a 20 000, comme tu disais tout à l'heure. Donc, ça a un potentiel énormément transformateur. Et j'aimerais souligner que ceux qui sont intéressés un peu plus à la technologie sociale de la mémoire, on va organiser un atelier avec Karen Workman pendant ta présence à Ottawa. Donc, on va vous informer à long terme si c'est quelque chose qui vous intéresse d'approfondir. Alors, maintenant, je vais ouvrir l'espace au public. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Lorraine pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Karen. C'était une discussion, et Noël aussi, c'était une discussion très intéressante, très enrichissante. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, mais je voulais aussi ouvrir ou donner la parole à nos participants, participantes. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Karen? Non. Alors, je vais passer dans les questions dans le chat. Alors, quelqu'un a demandé pour le nom de cette sociologue argentine. Oui, je vais écrire ça dans le chat parce que c'est plus facile. Elle s'appelle Elisabeth Gély et c'est écrit là déjà. Merci beaucoup. Elle a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle, je ne sais pas s'il existe en français, en espagnol, c'est Los Trabajos de la Memoria, the Works of Memory. Je ne sais pas comment c'est le nom en anglais, mais Elisabeth Gély, je crois qu'elle a plusieurs choses. Vous pouvez la chercher. Alors, l'autre question est comment procéder pour faire un impact social efficace? Vas-y, c'est Hans qui a demandé la question. Hans, c'est qui Hans? Elle est là. Mais aujourd'hui, après beaucoup discuté sur l'impact social, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est l'efficace d'un impact social, non? Mais je crois que si on a une conscience claire de laquelle la contribution précise qu'on peut faire avec le travail qu'on fait, ça, et c'est quoi les changements qu'on veut provoquer, ça aide beaucoup à garantir un impact social. On a travaillé beaucoup avec une chose que je crois que vous connaissez, qui s'appelle la théorie de la théorie de la mudança, the theory of change. Ce qui est, c'est qu'on fait un diagnostic de quoi qu'on travaille et c'est une théorie en nous, non? C'est laquelle la change qu'on veut provoquer et regarder dans ces contextes en comprenant que tout le changement social devient un complexe de choses. Non? L'idée qu'une chose peut changer en contexte social, c'est une idée un peu naïve, mais si on a une clarité, c'est où notre contribution et dans quel changement on va actuer, je crois que ça donne beaucoup de possibilités que notre impact soit plus efficace, qu'on ne se perd pas dans plusieurs actions. On regarde exactement c'est quoi l'action qu'on veut provoquer. Par exemple, un exemple, si tu travailles à la communauté autochtone, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses à faire. Alors, tu peux dire, la technologie sociale ne va pas solutionner tout. Elle peut aider dans une, deux, trois choses. Alors, il faut regarder, par exemple, où. Non? Par exemple, c'est pour ça qu'on fait des recherches là. On voit que, par exemple, la connexion intergénérationnelle, oui, là, c'est un espace important, non? Le protagonisme du jeune, oui, là, ça c'est bon. Alors, si tu as la clarté de ça, tu travailles exactement dans cette direction.
L'autre question ici, je continue la question, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Oui, tu peux continuer. Alors, la Parce que question, oui, vas-y. Oui, vous pouvez répondre à l'autre question de Hans et après passer à la question après, de Myriam. d'accord. Alors, est-ce que c'est possible pour des jeunes haïtiennes apprendre des techniques d'amélioration sur l'impact social par des formations dans des organisations que vous avez créées? Bien sûr. Je crois que les jeunes haïtiennes, l'idée est de faire des diagnostics des changements des cultures avec la technologie sociale de la mémoire est une idée très puissante, vraiment. Alors, il faut, oui, je crois, oui, il faut organiser une formation, non? C'est ça, mais oui, je crois que c'est une idée parce qu'il y a des principes dans la technologie sociale qu'il faut que je faire une distinction. C'est une technologie qui fait une promotion de l'authorship, la promotion du protagonisme. Ça, c'est vraiment un change. Par exemple, il y a plusieurs groupes qui font, on va faire l'histoire des autochtones, des Haïtiens ou des groupes. Alors, c'est un groupe qui fait l'histoire de l'autre. Mais la technologie sociale, non. C'est tu es responsable pour ta propre histoire. Ton groupe est responsable. Il ne faut pas être là et les autres qui fassent. Alors, je crois que ça, c'est le grand changement. Alors, c'est un groupe de jeunes haïtiens. Ils ont une question. Oui, s'ils ont les outils, s'ils fassent, ça change tout. Si tu fais ce que tu as besoin, ça change tout. C'est ça. Alors, okay. la question... Oh, vas-y. Alors, la question je suis brésilienne, je suis super. Alors, est-ce que vous devez passer par tout un processus d'un comité d'éthique pour pouvoir faire ces entrevues? Non, je n'ai pas compris très bien. C'est un processus d'un comité d'éthique. Pour faire des entrevues, il faut passer par une capacitation, un entraînement. C'est surtout apprendre une façon d'écouter, une façon de faire des questions, une façon de promouvoir une connexion avec la personne. Et là, c'est une art. C'est là une des façons les plus importantes de la technologie sociale. Comment écouter vraiment l'autre? Comment faire une histoire de vie? Pas faire de l'autre un informant. Pas faire de l'autre une source. L'autre, c'est une personne, comme toi. Et ça, c'est vraiment difficile à apprendre. L'éthique, c'est une présupposition, pas un bout arrivé. Tu pars de l'éthique, mais il ne faut pas discuter l'éthique tout le temps, non? Parce que les personnes qui racontent son histoire, elle doit savoir très clairement dans quelle elle participe, et c'est une coproduction, l'interview. Alors, le plus important, c'est d'apprendre à écouter dans cette méthodologie. Je pense que peut-être la question, la question est dans le contexte peut-être Myriam peut clarifier, mais peut-être dans le contexte des entrevues, dans le contexte de recherche. Oui, c'est ça. Alors, au niveau universitaire, il faut souvent que les chercheuses passent à travers un processus with ethics boards, je dirais peut-être en anglais. Alors, je ne sais pas si c'était quelque chose oui, parce que oui, vas-y, Myriam. Pardon, ce que Karen fait, nous, on ne peut pas le faire à l'université. Il faut vraiment là qu'on ait l'accord du comité d'éthique, savoir... parce que c'est fantastique, mais nous, on est bloqué avec ça. J'essaie de travailler avec une population, puis c'est comme le comité bloque pour tout un tas de raisons. Parce qu'on dirait la confidentialité, comment la personne se sent après, donc on peut la mettre dans une situation de danger dans la mesure où on va chercher des émotions. Il y a tout ça là qu'un comité d'éthique va soulever.
Donc, ce que vous faites, on ne pourrait pas forcément le faire. Et ça limite justement la parole et la place qui est donnée à des personnes qui ont vécu des situations très difficiles. C'est dommage d'écouter ça. C'est dommage parce que je crois que ça... je ne vais pas donner mon opinion parce que je ne connais pas beaucoup de ça, mais je crois que des fois, il y a une tendance à une paternalisation ou maternalisation de l'autre. Je crois beaucoup dans que chaque personne, et elle peut être traumatisée, elle peut être soit qu'elle soit, elle est une personne. Elle sait vraiment bien ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ne veut pas dire. Et si on ne la regarde pas avec toute cette puissance, ça c'est une victimisation ou même une infantilisation de l'autre. Alors c'est dommage qu'il y a tout ça. L'unique chose avec l'université d'ici, qu'on a beaucoup écouté avec les travaux de territoire, c'est que plusieurs fois, les anthropologues, les historiens vont chez les gens, ils prennent des récits et ils font une super thèse. Et les gens qui lui ont donné les récits, on ne les écoute jamais. Qu'est-ce qui se passait? Alors, par exemple, ça, c'est un compromis éthique du musée de la personne. Toujours, si on fait un travail avec une communauté, une personne, elle est la première ou la communauté à recevoir les retours de ce qui se passait. Mais aussi, ils doivent signer une licence d'utilisation parce que l'archive est publique. Alors, ils ont la conscience qu'ils vont raconter une chose qui va devenir publique. Et je crois que les gens ont parfaitement la possibilité de décider qu'est-ce qu'ils veulent ou pas qui deviennent publics, non? Et pour moi, ça, c'est le respect. Mais c'est dommage parce que je crois que le travail des écoutes et des entretiens sont une des façons les plus riches de la société pour qu'on puisse comprendre mieux la société contemporaine. Puis j'aimerais peut-être ajouter, Myriam, puis même pour tout le monde, l'outil, la technologie sociale de la mémoire et le travail que Karen fait, c'est un travail qui se fait avec la société. Et il y a aussi un travail d'auto-archivage. Donc, les gens qui appliquent au musée ou qui vont sur le site du musée puis qui veulent enregistrer leur histoire, ils le font de leur plein gré et ils créent eux-mêmes leur propre archive. Donc, c'est vraiment un travail c'est un outil qui appartient à la société, qui n'appartient pas aux institutions universitaires. Et donc, c'est là que le pouvoir est redonné à l'individu, à la communauté. Et c'est pour ça que c'est un outil tellement important pour le changement social. C'est qu'on n'a pas à passer à travers tous les différents aspects de l'éthique quand on fait un récit de vie. Le récit, il est fait par la personne, elle se l'approprie, le processus lui revient et l'archive également lui revient. Donc, ça fait partie de son archive personnelle et ça va faire partie de sa famille, de l'histoire de sa famille. Donc, il y a vraiment quelque chose de désinstitutionnalisé à ce niveau-là. Puis c'est ça qui est important. Si on l'inclut dans un cadre universitaire, c'est différent. Mais là, c'est un outil de co-construction au niveau de la société, de co-construction de cette mémoire qui sort des institutions et qui sort du narratif dominant. Alors, c'est peut-être, on a très peu de temps pour expliquer la technologie sociale de la mémoire et de sa méthode, mais c'est un outil de démocratisation des savoirs et vraiment de valorisation de l'expérience civile des personnes. Alors, c'est peut-être en ce sens-là que ça peut sortir un peu du cadre institutionnel. Donc, les questions éthiques sont apportées autrement. Oui, l'institution bloque, là, il y a des fois, j'essaie de travailler avec des groupes et puis c'est comme, il y a des blocages alors qu'il y a des choses qui doivent être sues. Où les gens sont prêts à le dire, mais c'est comme, bon, là, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a déjà hâte à votre atelier, Karen, entre avril et c'est quoi? C'est avril et le mois d'août que vous allez être ici avec nous à Ottawa?
Oui, je vais Parfait. être là entre avril et août. J'espère de vous rencontrer, qu'on puisse parler, faire un atelier. Et bien, Sonia, j'ai vu ici on parle de Joséphine Bacon. Joséphine Bacon, une poète nue, non, est connue depuis longtemps. Ce serait super intéressant de connaître son travail. J'aimerais beaucoup. Je vais noter son nom. Je vais demander à Nawel si elle peut me présenter mieux. Et je vous remercie beaucoup de cette petite conversation. J'espère bien qu'on puisse parler plus quand je serai là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Karen et aussi à Noël. Je dirais que alors notre prochaine être un leader va être en janvier, la fin de janvier, et ça serait avec l'auteur en résidence des facultés des sciences humaines et philosophie, Blaise Nadala. Et aussi, I have to give a plug to our programs. Alors, l'admission pour nos programmes au niveau supérieur et les admissions sont déjà ouvertes. Alors, si vous êtes intéressé dans le leadership transformatif et spiritualité, vous pouvez nous envoyer un courriel et nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, une autre fois, merci beaucoup à Karen et à Noël pour une très belle conversation et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.